Le 21 mars 1617, alors qu'elle n'a qu'une petite vingtaine d'années, Rebecca Rolfe meurt d'une maladie, sûrement respiratoire, une tuberculose ou une pneumonie. Son corps avait mal supporté l'air pollué de Londres, elle qui était habituée à vivre entourée par la nature. Enfant, elle avait vu débarquer les colons anglais, en Virginie, dont un certain John Smith, avec qui elle sera amie. Oui, seulement amie parce qu'à l'époque, elle avait 10 ans. Quelques années plus tard, elle sera enlevée, mariée à John Rolfe et envoyée en Angleterre pour montrer à l'Europe que les tribus en Amérique ne constituaient pas un danger. Quand elle était jeune, avant son baptême chrétien, elle s'appelait Matoaka. Espiègle et joueuse, elle avait un surnom, que tout le monde avait adopté. À l'époque, on l'appelait Pocahontas. Et c'est absolument pas l'histoire que Disney a décidé de nous raconter. Je vous l'avais déjà dit dans le Cinépop précédent, tout le monde ou presque chez Disney voulait travailler sur le film, qui avait tout pour être le prochain énorme carton de la compagnie, puisqu'il reprenait l'aspect romantique et musical de La Belle et la Bête, tout en racontant aux Américains ce qu'ils aiment le plus, leur propre histoire. Bah ouais, entre ça et des lions qui font du Shakespeare, c'est clair que c'est ça qui va beaucoup mieux fonctionner. Hein ? Et pourtant, assez étonnamment, Pocahontas, sorti en 1995, sera le premier demi-échec de la Renaissance Disney. Passer après le mastodonte qu'a été le Roi Lion n'allait jamais être simple, mais si on se fie au box-office, la différence est flagrante, puisque ce dernier a rapporté presque 1 milliard, là où Pocahontas n'a pas atteint les 350 millions. Autant vous dire que c'est pas totalement ce que la compagnie avait prévu. Les critiques étaient mitigées, mais tout le monde était plutôt d'accord pour dire, comme Roger Ebert, qu'entre La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion et Pocahontas, ce dernier était le moins bon, ce qui n'a pas aidé l'affluence en salle. Même si c'est rien de honteux, hein. Le film se classe quand même dans le top 4 de l'année, derrière Die Hard 3, GoldenEye, qui signait le retour de James Bond 6 ans après Permis de tuer et avait pour la première fois Pierce Brosnan dans le rôle de l'agent 007, mais surtout, et c'est le plus intéressant, derrière la première production des studios Pixar, Toy Story, dont j'ai déjà parlé en vidéo il y a bien plus d'un an. Si ça vous intéresse, c'est là. Un petit revers dans les chiffres, des retours moyens du public et de la presse, pour un film qui était censé faire un home run, où est-ce que ça a foiré? Et pour répondre à cette question, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se plonger dans le film. Et à propos de plonger, c'est à peu près comme ça qu'on va rencontrer le fameux John Smith, qui, après avoir débarqué sur le bateau avec son gros canon, subtil, n'hésite pas à se jeter à l'eau pour sauver le jeune Thomas, tombé par-dessus bord en pleine tempête. Ouais, parce que John Smith, il est fort et courageux, et j'imagine que c'est pour ça qu'il a été doublé par Mel Gibson. Il dit qu'il voit pas le rapport. Sur le bateau qui les emmène vers le Nouveau Monde, chacun voit les choses à sa façon. Certains s'attendent à un paradis sur Terre, d'autres, comme John Smith, se disent qu'il n'y aura rien de spécial, mais tous sont plutôt enthousiastes à l'idée d'aller tuer du sauvage, alors que le gouverneur Radcliffe, qui mène cette mission, y va pour l'or, la richesse et la gloire. Bref, toute une bande de gens très sympathiques. De l'autre côté de l'océan, on rencontre la tribu des Powhatan, qui fête le retour de son chef après une bataille contre une autre tribu. Mais, un peu comme dans La Petite Sirène, quelqu'un manque à l'appel. Et comme dans La Petite Sirène, c'est la fille du roi, notre héroïne, Pocahontas. Vous suivez ou... Qui préfère se promener dans la nature avec ses amis, un raton laveur et un colibri. Meiko et Flit. Rassurez-vous, ils ne parlent pas, par contre, ils prennent autant de temps d'écran que si c'était le cas. Hein. Elle fait un plongeon encore plus parfait que Greg Louganis aux Jeux Olympiques de 86. Fort le gars, y a pas une goutte à côté quoi. Attends mais d'où je sors ça? Moi c'est qui Greg Louganis? Pocahontas raconte à son père qu'elle sent que quelque chose d'incroyable va lui arriver, ce à quoi il lui répond « T'as bien raison ma fille, je vais te marier au meilleur guerrier du village ». Alors c'est pas exactement ce qu'elle avait en tête. Hein. Parce qu'en fait Pocahontas avait pressenti, ne me demandez pas comment, l'arrivée des Anglais. Puisque pour elle, l'homme qu'elle aimera n'est pas Kokuom, mais un étranger, venu de la mer. Va falloir vous habituer, c'est pas la dernière fois que le film va te dire « Ta gueule c'est magique ». Ou plutôt, ta gueule c'est culturel. Elle chante une petite chanson sur son amour qui va arriver au détour de la rivière, tout en risquant encore une fois sa vie dans le plus grand des calmes. C'est un passage qui fonctionne bien, puisqu'on sait plus ou moins tous ce que ressent le personnage à ce moment-là, confronté à un choix important, soit la voie sûre et facile, soit prendre des risques et suivre ses rêves. Qui sont ici littéralement des rêves, puisque John Smith n'a même pas encore posé le pied en Amérique. Pocahontas se dirige évidemment vers le passage le plus sinueux et rapide, puisque comme Ariel et d'autres princesses Disney, elle veut s'évader, changer, ne pas suivre l'ordre établi. Elle va chercher des conseils auprès de l'abomination qui est grand-mère feuillage. Ouais, parce qu'apparemment ici, les animaux ne parlent pas, mais les arbres oui. Parce que vous comprenez, ils sont proches de la nature. I've been having this dream and I think it's... Oh, a dream. Let's hear all about it. Mais elle allait le faire, putain, calme tes branches, attends 2 secondes.
Mamie Pommier lui dit d'écouter le vent, et le vent lui dit que d'étranges nuages vont arriver. Et effectivement, les Anglais sont là. Oui, d'accord, Pocahontas, c'est des nuages. Et gentil, hein. John débarque et décide de grimper pile où se trouve Pocahontas, qui le stalke derrière des buissons, puisqu'on sait tous que ce genre de comportement est la meilleure façon de débuter une belle histoire d'amour, demandée à Blanche-Neige ou Ariel. De retour au village, avec l'aide d'un peu de magie culturelle, les Powhatan découvrent que leurs nouveaux voisins sont là pour tuer tout ce qui bouge. Ce qui est pas totalement faux, mais avec un côté qui les voit comme des sauvages et l'autre qui les voit directement comme des ennemis, comment vous voulez que ça se passe bien cette histoire? On a droit ensuite à ce qui est peut-être le plus bel enchaînement du long métrage. D'abord avec la chanson Mine, chantée principalement par Radcliffe, et qui utilise le double sens du mot mine en anglais. Premièrement comme un verbe qui veut dire miner, exploiter, creuser, ici pour trouver de l'or, mais qui assez vite devient le mine qui veut dire à moi. À moi? Et qui renforce l'idée que Radcliffe se fout pas mal des natifs, mais aussi de ses hommes. Tout ce qu'il veut, c'est trouver de l'or, être riche et reconnu par le roi quand ils rentreront. Le tout avec une certaine vision de la destruction perpétrée par les Anglais, qui dévastent en quelques minutes tout un morceau de forêt, ce qu'on peut imaginer être une petite catastrophe pour les Amérindiens, très attachés à la nature. Puis la chanson s'arrête et on reste sur John qui, lui aussi, a un peu chanté, racontant en gros qu'il est content d'être là parce qu'il y a du danger partout. Ok Bear Grylls. Donc la chanson s'arrête, remplacée par les bruits de la nature et une jolie composition d'Alan Menken. Ça y est, c'est le moment, Pocahontas et John Smith vont se rencontrer. John sent sa présence, prépare son fusil, mais une fois qu'il se trouve devant elle, impossible de tirer. Ils échangent de longs regards. On peut pas parler d'un coup de foudre, mais ils ont instantanément un lien, sans jamais dire un mot. C'est presque 3 minutes sans dialogue, avec juste de la musique et de la mise en scène, et ça fonctionne à merveille. Mais les conneries reviennent très vite. Parce que ouais, il y a une raison pour laquelle ils ne se parlent pas. Ils parlent pas la même langue. Madakwe Naturat. You don't understand a word I'm saying, do you? Du coup... My name is Pocahontas. Ici, c'est même pas culturel, c'est vraiment juste magique. Vraiment, il fallait un truc pour faire avancer l'intrigue. Ils se sont dit, bah tu sais quoi, le pouvoir de l'amour. S'en bat les couilles. Heureusement qu'ils se basent sur une histoire vraie. Hein. Bref, vu qu'ils se comprennent, ils discutent un peu, et John, qui a autant de tact qu'un ours dans une garderie, explique qu'ils vont construire plein de trucs. Des vraies maisons, des routes, ce qui vexe Pocahontas. Et pour se rattraper, cet abruti dit... There's so much we can teach you. We've improved the lives of savages all over the world. Savages? Bien joué, champion. Savage is just a word for people who are uncivilized. Ils s'enfoncent en plus le con. Mais heureusement, le pouvoir de la chanson fait vite tout oublier, et ils terminent dans les bras l'un de l'autre. Parce que c'est bien connu, chanter fait généralement disparaître le racisme. Bon, peut-être pas toutes les chansons. Vu qu'on a déjà établi que Smith était à moitié débile, il décide de se pointer au village pour voir Pocahontas, ce qui laisse sa meilleure amie plus que perplexe, et Kocoum, qui est censé épouser la princesse, suspicieux, disons. Ils vont faire un coucou à Mamitron, et John accepte très rapidement le fait qu'il discute avec un putain d'arbre. L'arbre l'aime bien, pousse Pocahontas à tenter quelque chose avec lui, tout se passe donc pour le mieux entre eux. Alors qu'à côté de ça, les deux camps qui se côtoient depuis seulement quelques jours sont déjà bien prêts à se mettre sur la gueule, malgré John et Pocahontas qui, chacun de leur côté, plaident plutôt pour le dialogue. And look, it's food. Alors non, le maïs c'est dégueu. Comment tu veux que ça se passe bien avec des arguments pareils toi aussi? Fais un effort. Parce que pendant ce temps-là, la première rencontre entre les Anglais et les Powhatan a eu lieu, et c'est passé comme prévu, c'est-à-dire mal. Du coup, le chef des Powhatan appelle les autres tribus à l'aide avec des arguments de féministes aux cheveux bleus. These white men are dangerous. No one is to go near them. Tout ça ne va pas s'arranger quand Thomas, qui suivait Smith dans l'une de ses rencontres avec Pocahontas, tue Kocoum, qui était venu allègrement tabasser le mec qui se tape sa future femme, mettant complètement le feu aux poudres. Et c'est d'autant plus con que c'est John qui, quelques scènes plus tôt, a appris au gamin à mieux viser. Au moins, on peut lui laisser un truc, c'est que c'est un bon prof. On notera quand même que ce sont des fusils qui tuent apparemment sans trouer la peau ni les vêtements, ce qui est vachement pratique quand on veut pas montrer de sang. Smith est capturé et condamné à mort, et les deux camps entonnent un petit hymne guerrier aussi entraînant que totalement inadapté en 2023. Il faut tuer ces bêtes d'une balle dans la tête. C'est clairement ma chanson préférée du film, mais plus jamais on aura un truc comme ça chez Disney. Même pas des êtres humains. Après un court passage avec Pocahontas, la chanson reprend de plus belle, avec l'ajout de la princesse.
Les deux groupes se rapprochent l'un de l'autre, John Smith va être exécuté, le ciel est rouge comme le sang, comme la rage qu'ils ressentent tous, et Pocahontas court, espérant arriver à temps pour sauver son blondinet bien-aimé. Le film n'est pas parfait pour plein de raisons, mais le rythme et les visuels de cette séquence, ça fait partie de ce que Disney a fait de mieux dans les 90s. Pocahontas se jette sur John juste avant que son père ne lui éclate le crâne, et avoue leur relation, ce qui laisse tout le monde sur le cul. Donc grosse montée de tension, tout le monde veut buter tout le monde, et puis... pas grand chose. Ils sont convaincus par les mots de Pocahontas et de son père, tout le monde est d'accord pour faire la paix, sauf Radcliffe bien sûr, qui tire vers Powhatan, sauvé par John qui se sacrifie pour beau papa. Ah dans le genre, c'est pas mal pour se faire accepter par la famille. Bien sûr, il ne meurt pas et Radcliffe est arrêté par ses hommes. Mais Smith est quand même un peu amoché, même si c'était, heureusement, encore une de ces balles qui ne trouve pas la peau. Et franchement, je me souvenais plus du tout que ça finissait comme ça, mais contrairement à l'immense majorité des films avec des princesses Disney, ils finissent pas ensemble. Smith retourne en Angleterre pour se soigner, même si le voyage dure genre 2 mois et qu'il a complètement le temps d'y passer sur le bateau, et Pocahontas ne peut pas se convaincre d'abandonner son peuple, et reste donc en Amérique. Une fin douce amère que je trouve personnellement assez efficace, sûrement parce qu'elle amène un peu de nouveauté dans un genre qui en manque cruellement. Mais du coup, Pocahontas, c'est bien ou... En fait, pour moi, il y a 2 façons de voir le film. D'abord comme un simple Disney, une simple histoire, et là on serait du coup devant une belle histoire, avec de l'amour, de l'action, des personnages hauts en couleur, un peu de magie, des chansons qui restent en tête, et des animaux mignons. Sous cette optique-là, on est plutôt devant une réussite, même si pour moi il n'atteint pas les sommets de poésie de ses quelques prédécesseurs de cette période dorée. Ou alors, on le voit comme il a été vendu, comme une légende de l'Amérique, tirée d'une histoire vraie. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, mis à part les noms, l'époque et le contexte historique, il n'y a pas grand-chose de vrai dans tout ça. Déjà, comme je l'ai dit dans l'intro, à l'époque où elle aurait rencontré John Smith, Pocahontas n'avait qu'une dizaine d'années. On raconte qu'ils se seraient liés d'une certaine amitié, et que par exemple, elle lui amenait parfois de la nourriture à son camp. Mais d'après plusieurs recherches, le trajet faisait genre plusieurs kilomètres, il y avait une rivière à traverser, bref, ça aurait été une galère pour une gamine de 10 ans. Mais John, parlons-en. Dépeint ici comme un héros, déjà il n'était pas capitaine, mais surtout, même s'il a sans doute été important dans le développement d'une certaine alliance entre les Anglais et les natifs, il était loin d'être aussi bon et vertueux que Disney essaie de nous le faire croire. Oui, parce qu'évidemment, la relation entre les deux groupes était beaucoup plus complexe que ce qu'on voit à l'écran. C'était pas juste un groupe de méchants anglais et un groupe de gentils Powhatans qui voulaient se taper sur la gueule après 3 jours. Puis c'était aussi un bon gros mytho le John, parce que dans ses écrits, évidemment, il parle de Pocahontas, mais il parle aussi par exemple de la fois où il a rencontré des sirènes. Et ce qui est pour moi le plus drôle et qui va définitivement en contradiction de ce qu'on voit dans le film, c'est que John Smith a effectivement dû quitter l'Amérique après une blessure. En fait, il s'est fait exploser la gueule en voulant s'allumer sa pipe. Voilà. Et apparemment après, il a plus jamais revu Pocahontas. C'est con. Et c'est là qu'entre en jeu John Rolfe. Pour vous résumer tout ça brièvement et pas vous faire un cours d'histoire à rallonge, Pocahontas a été détenue en otage dans le camp militaire pendant plus d'1 an, parce qu'il y a quand même eu un moment où la situation était un peu tendue. Elle a été convertie au christianisme, a été renommée Rebecca, un gars qui s'appelait donc John Rolfe en est tombé amoureux, l'a épousée et lui a fait un gamin. Même si, bon, elle était otage, c'était une jeune fille de 17-18 ans dans un camp rempli de mecs, bon, on va dire que John Rolfe a reconnu l'enfant, mais c'était peut-être pas forcément lui le père. Bref. Le mariage a été accepté des 2 côtés, chez les Powhatans parce qu'il symbolisait une alliance, et c'était un bon pas en avant vers la paix, et pour les Anglais pour les mêmes raisons, avec en bonus le fait que ceux que beaucoup considéraient comme des sauvages étaient maintenant apparemment prêts à se convertir à leur religion, ce qui fait automatiquement d'eux de meilleures personnes, c'est bien connu. Ils sont partis en Angleterre, Pocahontas a été exhibée un peu partout, présentée à la cour, utilisée pour promouvoir le colonialisme, et finalement, quelques années plus tard, elle mourut d'une maladie qu'on suppose liée à la mauvaise qualité de l'air, ou en tout cas à une mauvaise acclimatation à son nouvel environnement. Bien entendu, tout ce que je vous raconte là est à prendre avec des pincettes, parce que ça s'est passé dans les années 1600, que les gens pouvaient écrire ou raconter un petit peu ce qu'ils voulaient, comme on l'a vu avec Smith par exemple qui raconte qu'il a vu des sirènes, enfin bref. Voilà, on pouvait écrire et raconter sa version des faits. Un peu comme Disney l'a fait en fait. Ouais, parce que vous me direz, Disney a toujours retravaillé son matériau d'origine, que ce soit Cendrillon, La Petite Sirène, Blanche-Neige, ils ont toujours mis leurs pattes sur ces histoires-là. Et vous avez pas tort de penser ça. Mais premièrement, il faut reconnaître qu'il y a une différence entre une personnalité historique et un conte. Puis bon, là on n'est pas sur 2-3 détails changés. Il y a absolument rien de l'histoire qui est vrai. Et le problème, c'est que le dessin animé a pour beaucoup
remplacer la réalité. Si on demande à 100 personnes de décrire Pocahontas, ou de nous raconter son histoire, je suis persuadé qu'une majorité parlera d'elle, et pas d'elle. Même dans l'excellent Nouveau Monde de Terrence Malick, je vous ai déjà parlé de Terrence Malick ? Mathieu du Terrence Malick, pardon. Même dans l'excellent Nouveau Monde de Terrence Malick, dont j'utilise des extraits depuis le début de la vidéo, et qui essaye un peu plus de coller aux faits, il ne peut pas s'empêcher de nous présenter une Pocahontas largement adolescente, et qui débute une romance avec John Colin Farrell Smith, avant de finir avec John Batman Rolfe. Ah, et à propos, c'est marrant parce que Christian Bale était aussi dans le Pocahontas de Disney. Et ouais, c'est lui qui doublait le jeune Thomas. En fait, c'était casse-gueule dès le départ. Soit il collait à la réalité historique, et ça aurait pas forcément plu aux enfants, soit il faisait comme ils l'ont fait, en envoyant un petit peu chier la réalité. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait s'abstenir ? Mais non. Parce qu'il voulait des prix, des récompenses, des Oscars. Je pense franchement que c'est un sujet assez complexe, et je serais assez curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Je viendrai lire tout ça et je vous répondrai. Parce que ouais, s'ils reprennent l'idée du couple que tout oppose, la même que dans La Petite Sirène ou La Belle et la Bête, c'est uniquement parce que ça avait rapporté masse de thunes et de reconnaissance par le passé. Et pour ça, il leur fallait un John Smith héroïque et une Pocahontas adulte et, je cite Glenn Keane qui s'est occupé de son animation, sexy. Oui, il l'a dit. Un personnage dans un dessin animé visant principalement les enfants et tiré de la vie d'une gamine de 10 ans, devait être sexy. Ok Glenn. Pour revenir sur le film, un autre point qui me dérange, c'est l'utilisation des comic relief. Je comprends totalement pourquoi ils sont là, pour faire un peu marrer les enfants et les divertir à certains moments qu'ils pourraient trouver un peu mous ou moins intéressants, comme une discussion sur le futur mariage de Pocahontas ou Radcliffe qui s'énerve parce qu'il trouve pas d'or. Et ça fonctionne tellement bien que dans ces scènes-là, on oublie totalement l'intrigue. Ouais, ils sont beaucoup trop présents alors qu'ils n'ajoutent rien narrativement. La preuve, j'ai pu vous résumer le film sans parler d'eux ou presque. Leurs petites disputes en mode Tom et Jerry nuisent au récit et banalisent pour moi des sujets importants, parce qu'on parle quand même ici de colonisation, et par extension du début du déclin des Amérindiens, qui seront vite dépossédés de leurs terres et marginalisés, avant de devenir, pendant des décennies, la personnification de l'ennemi. Suffit de voir leur traitement à Hollywood pendant la grande période des westerns. Mais je m'éloigne de nouveau. Encore une fois, je peux comprendre qu'on puisse pas aborder frontalement le sujet dans un dessin animé pour enfants, mais dans mon analyse, je pouvais pas passer à côté. Bon, si on parlait d'un truc un peu moins délicat. Quoique. What else? Pocahontas 2, un monde nouveau. Déjà, je pense que j'aurai toute ma vie dans ma tête cette voix qui dit Pocahontas 2, un monde nouveau. Parce que je crois que c'était genre dans les pubs avant Le Roi Lion ou Le Roi Lion 2, que j'ai vu plus ou moins 1500 fois. Pocahontas 2 est régulièrement cité comme étant l'une des pires suites direct-to-vidéo d'un classique Disney, et difficile de leur donner tort. On va faire ça en vitesse parce que la vidéo est déjà longue, mais en gros, Radcliffe, qui est apparemment en liberté et va très bien, surprend et tue John Smith. Pocahontas est bien triste, mais pas très longtemps puisqu'elle va rencontrer John Rolfe, qui va l'emmener en Angleterre pour rencontrer le roi afin de négocier la paix entre les deux parties. Bah oui, bien sûr, parce que c'est bien connu, c'était son choix d'aller en Angleterre. Elle a pas pu se convaincre de partir, d'abandonner son peuple, pour partir avec John Smith qui était censé être l'homme de sa vie, mais par contre, partir avec John Rolfe qui a l'air d'être un connard fini, ça c'est plus un problème. Sur place, le film va beaucoup plus se concentrer sur l'acclimatation compliquée de Pocahontas et de son garde du corps aux normes anglaises que sur une quelconque négociation de paix, puis va bifurquer vers un triangle amoureux qui aurait pu être intéressant, mais n'ose jamais s'aventurer vers des sentiments complexes. Et finalement, encore une fois, de manière assez surprenante, faut bien l'avouer, Pocahontas termine avec John Rolfe et pas avec Smith, qui, quelle surprise, avait en fait survécu. Waouh! On l'avait pas vu venir celle-là. Il y a quelques trucs bien datés, bien problématiques. Pocahontas passe de jeune femme forte dans le 1 à demoiselle en détresse sauvée par les deux John. On est de nouveau à des milliers de kilomètres de la vérité historique. Et puis les autres soucis habituels de ces suites un peu fauchées, des visuels bien moins convaincants, et un film globalement très vite oubliable. Bon, il va être l'heure de clôturer la vidéo, et c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses qui peuvent faire penser que je déteste Pocahontas. Le premier, parce que le 2 c'est clairement une grosse merde. Mais en vrai, malgré toute la problématique autour de l'adaptation, si on met un peu ça de côté, et qu'on se concentre sur le produit filmique qu'on a devant les yeux, c'est compliqué de faire de ce Pocahontas un mauvais film. C'est pas le Disney le plus inspiré du monde, c'est Roméo et Juliette au pays des arbres qui parlent, mais on peut pas nier que c'est visuellement hyper abouti, beau et original, que beaucoup de chansons sont mémorables, que certaines scènes, comme celle de la rencontre entre les deux protagonistes, fonctionnent à merveille, et puis, même si c'est cliché et presque simpliste, le message de tolérance est efficace.
Ce sera jamais mon Disney préféré, mais comme ça, objectivement, pour moi ça vaut un petit 13 sur 20. Je sais que plein d'entre vous l'aimez beaucoup, alors n'hésitez pas à venir le défendre en commentaire. Merci d'avoir maté cette vidéo, merci pour votre patience surtout. Maintenant je suis relancé, je compte pas m'arrêter, et on se retrouve d'ici 2 semaines pour un Cinépop spécial pour fêter les 30 ans d'un film événement. A très bientôt, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir. Ciao!